pour travailler dans de bonnes conditions et refaire ce cube dans des conditions géométriques beaucoup plus abouties, on a besoin d'une grille de fond. Alors, il existe une grille qui est souvent disponible directement, une grille rectangulaire et même carrée, on va dire. Alors, je propose pour travailler la perspective de désactiver cette grille et d'en activer une autre qui soit une grille isométrique. Elle a la particularité d'avoir un axe supplémentaire. Donc on a un axe vertical, un axe horizontal et un deuxième axe horizontal, enfin horizontal, en perspective. Voilà. Ça sert à dessiner des perspectives cavalières, c'est-à-dire des perspectives sans point de fuite. Donc là, je l'ai réglé avec des angles à 30 degrés, avec une grille principale toutes les 5 graduations et un espacement en Y à 1 mm. Donc dans les deux autres directions, l'espacement est soit un tout petit peu plus petit, soit un tout petit peu plus grand, ça dépend. En tout cas, un seul est réglable puisque les autres sont donnés par les intersections de lignes. On pourrait aussi décider d'activer les deux grilles à la fois, mais ça ne présente aucun intérêt. Si vous avez trop de points, pensez à aller voir effectivement du côté de l'autre grille. On peut créer autant de grilles qu'on le veut. Alors, j'ai commencé à dessiner. Donc là, pour cette forme-là, je vais d'abord rendre visible tout ce qui est fait. L'idée, c'est de tracer des lignes. C'est de préparer le tracé uniquement avec des lignes, soit obtenues avec le crayon, soit obtenues avec les courbes de Bézier, avec l'outil plume. C'est bien pratique aussi, si on a une grille de fond, de demander à activer le magnétisme. Et je vous recommande, parce que c'est beaucoup plus simple, de prendre le mode le plus simple. C'est-à-dire remettre en mode de magnétisme simple. Alors, j'ai tracé des séries de lignes. Il m'en reste une à tracer. On voit que là, par exemple, j'ai fait une très grande ligne qui se croise. L'important, c'est que toutes ces lignes soient fermées parce qu'ensuite, on va les exploiter pour en faire des surfaces. Donc, je trace la ligne qui me manque, c'est-à-dire celle-ci là. Je descends bien. Hop. On voit là que le magnétisme m'attire uniquement sur des intersections. Voilà. Voilà. Et je referme ma forme. Voilà. Je ne veux pas de fond. Par contre, je veux un contour. Voilà. Donc là, j'ai défini toutes les lignes qui vont me servir par la suite. Là, quelquefois, ce sont des lignes fermées, quelquefois des lignes ouvertes. Oui. Quelquefois, oui, non, j'ai tout fait en ligne quasiment fermée. Forme, on va vérifier que les mesures sont bien correctes. Amandine souhaite des mesures très précisément établies. Donc, on va vérifier qu'il ne reste pas de difficulté. Donc, je me saisis de l'outil de mesure et je m'en vais mesurer les différents éléments. Je vérifie que je suis toujours bien à 1,50. Là, c'est 1,74. C'est dû à ma grille de fond. 1,73. 2. Je suis à 2 tout du long. C'est parfait. Vérification importante si on veut vraiment. Là, en biais, et c'est bien logique, je suis à 3 mm, alors que si je prends la mesure verticalement, je suis à 1,5. Est-ce que c'est constant?
Oui, je suis toujours à 3 mm. Donc mes mesures sont correctes. Je sélectionne l'ensemble des chemins et je vais demander à construire les formes. Donc pour l'instant, j'ai des formes vides et je veux obtenir les formes dont j'ai besoin, à savoir des formes pleines ou pas, mais en tout cas des formes évidées. Par exemple, cette forme-là, cette grande forme-là, je n'en dispose pas pour l'instant. Il faut que je l'obtienne et c'est l'objet de l'outil construction de formes. Donc je vais rajouter toutes les formes dont j'ai besoin pour envisager ma broderie. Alors vous avez deux outils qui permettent la création de formes. On a un outil qui permet d'ajouter des surfaces et un outil qui permet d'en supprimer. Je pourrais décider de supprimer ce fond. Ça n'est pas ce que je voulais, mais c'est possible. Je pourrais décider de mixer cet ensemble de formes, mais ça n'est pas ce que je veux. Donc je termine. Voilà, et je sélectionne bien séparément chacune des formes. Et j'ai deux solutions. Soit je termine vraiment, c'est-à-dire je valide mon travail, soit j'annule ce que je viens de faire et je reviens à l'étape précédente. Choisissons de terminer. Et alors on va vérifier sur un chemin, ce chemin numéro 5, si je le remplis de couleurs, il s'agit bien uniquement de ce chemin, de ce carré évidé. Le numéro 2, c'est le carré suivant évidé, etc. Donc l'objectif que je m'étais donné est parfaitement atteint. J'ai fabriqué toutes les surfaces grâce à l'outil construction de formes. Sur mon motif, je repère à quoi correspond chaque chemin. Et je repère là pour l'instant les surfaces. Donc la première surface, la deuxième, la troisième, je continue, ça c'est sur un satin, ça c'est une surface S4, un satin, une surface S5, un satin, une surface S6. Voilà. Je vais regrouper les surfaces. Donc je les sélectionne toutes avec la touche CTRL et je demande à les grouper. CTRL-G fait l'équivalent. Et il apparaît donc que les chemins restants seront des satins, que je regroupe aussi. Ça va me permettre de traiter tout ça ensemble. Voilà, j'ai deux groupes, les surfaces, les satins. On va s'attacher à toutes les surfaces. Et on va maintenant pouvoir les paramétrer. Je vais d'ailleurs leur mettre une couleur de fond, pour l'instant semblable. Stéphanie verra ce qu'elle fera. Et je paramètre. Alors, on voit que j'ai des contours sur ces surfaces. Il faudra que j'enlève les contours. On voit également que pour l'instant, tout est fait en paramétrage automatique, avec pour chacune des formes une sous-couche. Je vais supprimer toutes les sous-couches et je ferai une sous-couche unique pour tout le monde. Alors pourquoi est-ce que je fais ce choix? Tout bêtement, parce que quand j'ai une couche et une sous-couche, j'ai énormément de points rapprochés sur les contours de surface. Une sous-couche unique m'évitera d'avoir tous ces points sur les bords de la forme. Et comme Stéphanie travaille sur des couches, pas des couches de broderie, mais des couches de bébé, ça évitera d'abîmer de trop celle-ci.
Bon, mes points de remplissage, je vais les faire un tout petit peu moins denses. Et vous constatez que j'ai enlevé le chemin de dessous, ce qui évite d'avoir tous ces trajets sur le dessous. Je disais qu'il fallait enlever les contours. Donc, j'enlève, clic bouton droit sur la croix rouge, je définis pas de contour pour tout le monde. Alors, ils sont tous paramétrés à l'horizontale. On sait que quand on paramètre tout le monde de la même façon, eh bien, ça entraîne des tissus qui tiraillent et puis des déformations. Donc, ce que je vais proposer là, c'est de paramétrer 2 à 2 ces deux-là avec une broderie verticale à 90 degrés. Voilà. On va paramétrer ces deux-là. Pour tout ce qui était commun, on l'a fait avec tout le monde. Et puis là, on y va pour les détails particuliers. Donc pour ces deux-là, je fais des angles à 30 degrés, comme sur ma grille. Et pour ces deux-là, alors ces deux sont à 30, 30, et là, je vais me mettre à l'horizontale. À l'horizontale, ça veut dire à 0. Voilà. Je vérifie que tout le monde est bien paramétré. Impeccable. Donc je suis dans le paramétrage. On sait que malgré tout, le tissu se détend. Ici, c'est de la couche, ça va se détendre encore plus. Donc on met impérativement une compensation d'étirement, c'est-à-dire quelque chose qui élargit les formes. Et on va le vérifier là, au niveau du nombre de points. Je vais rajouter, ça c'est pour la couche, un demi-millimètre. Alors, on voit que les écarts sont moins importants, mais de fait, sur le travail final, on va se rendre compte que ce n'est pas nécessairement moins important. On a augmenté le nombre de points nécessairement. Voilà pour les remplissages. On va peut-être envisager tout de suite le fond. La sous-couche, celle dont on a dit qu'elle serait commune à tout le monde. Donc je voudrais une surface qui occupe tout ça. Je vais prendre les formes qui existent déjà. Je vais dupliquer ces formes-là. Parce que si je refaisais une construction de forme à partir de ça, je détruirais ce qui existe. Donc je duplique cet ensemble de formes et je le déporte à côté. Je rapporterai ça ensuite. Tant que tout est sélectionné, je passe en construction de forme. Voilà. Et là, je veux que tout soit une seule et unique surface. Tiens, j'ai cette arête. Pourquoi? Je ne sais pas bien. On va tout bêtement supprimer des points. Ce point-là étant trop, je l'enlève. Et là, alors, ça, hop, ça, celui-là, là. Ah. Celui-là, je viens de superposer pour être sûr d'avoir quelque chose de très propre. Je joins les deux points. Je mets un fond. Je paramètre. Donc c'est quelque chose qui va me permettre de bien aplatir la couche. Néanmoins, je n'ai pas besoin d'avoir nécessairement quelque chose de très serré, et même plutôt pas. Donc je vais mettre 2 cm d'espace entre les rangées au fond, 2 mm, pardon, 2 mm par-dessus. Voilà. 1600 points, c'est déjà pas mal. Et j'enlève la couche du dessus. Voilà.
Donc ce chemin-là, en fait, et c'est le tout premier qui va être exécuté. Je le mets à l'extérieur de tout. Je vais faire la sous-couche, puis mes surfaces. Donc je prends ce que je viens de définir et je le réinstalle dessous. Là, j'ai achevé le travail sur les surfaces. Sur la sous-couche, je ne mets pas de compensation parce qu'il vaut mieux qu'elle disparaisse dessous. Il est bon de donner des noms explicites aux choses. Donc je vais appeler ça les surfaces. Et ça, les satins. Et ça, le fond. On passe au satin. On s'occupe de celui-ci. Alors, on va travailler correctement dès le début. Un satin, ce sont 2 rails. Ok. De même sens. Ah, pas de chance, c'est pas le même sens. Donc, sur l'un des 2 rails, par exemple celui-ci, je sélectionne un point et CTRL R me permet d'inverser le sens. Je ne le vois pas. Pourquoi? Pourtant, oui, si. On voit ici. Ok, oui, parce que c'est passé dans le rouge. Bon, mes surfaces sont pas de bonne couleur. Je vais changer la couleur. Voilà. Ou que c'est agressif. Voilà. Bon. Alors, CTRL R. On voit, c'était nu, mais on voit bien que là, hop, on est dans le même sens. D'accord. Donc, 2 rails de même sens. C'est important de savoir où le rail démarre, où il finit. Pour l'instant, on n'a que des points, des nœuds. On ne sait pas très bien où ça démarre, où ça finit. Donc je propose qu'on le fasse arbitrairement et qu'on dise que la broderie va démarrer là, hop, et s'arrêter là. Pour ça, on ouvre. Et quand on a ouvert, on a un symbole légèrement différent. On va faire ça sur chacun, puis on va être futé. Donc ça, imaginons que ce soit le premier que je brode. Il serait fort utile de broder ensuite celui-ci. Ça tombe bien, il est au bon emplacement. Les sens sont les mêmes, c'est parfait. Et j'ouvre ici pour démarrer et finir ici. Ensuite, il est logique de passer là. Déjà, j'inverse. Voilà, les deux sont désormais dans le même sens. J'ouvre et je ferme ici. Puis, je passe au suivant, celui-ci. Alors, je viens de faire celui-ci qui s'appelait le 10. Hop, il doit être là. Puis je passe à celui-ci, le 12. Les sens sont à revoir. CTRL R. Et ici, j'ouvre. Ensuite, je saute. Je ne peux pas m'éviter ce saut-là. Je saute sur celui-ci, que je place en avant-dernière place. J'inverse le sens. Et j'ouvre ici. Puis, je passe au petit dernier. J'inverse le sens. J'ouvre ici. Voilà. Et bien, on va voir ce que donnent tous ces satins-là. On va voir côté paramétrage. Et je paramètre l'ensemble. Alors, tout ça, je le veux bien sûr en colonne satin. Alors, on pourrait, je ne vais pas le faire là, mais on pourrait mettre des traverses de façon à réorganiser un petit peu la façon dont les points sont penchés.
n'oublions pas que notre collègue travaille sur des couches. Travaillons sur des couches. Il faut absolument prévoir une compensation d'étirement. 0,3. On va la légère superposition. Je vais même monter jusqu'à 0,4 et je pense qu'elle pourra même aller jusqu'à 0,5. Parce que ça bouge énormément. Voilà. Alors on se rend compte quand même que cette compensation d'étirement-là, elle nous provoque un petit souci. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Elle nous provoque un petit souci parce que quand je la donne en valeur absolue, on rajoute en fait 0,4 mm de chaque côté. Ces points-là sont perpendiculaires, ceux-là ne le sont pas. On a rajouté exactement la même quantité. Donc on a l'impression que c'est plus large. Et ce n'est pas une impression, c'est une réalité. On va donc remplacer la compensation d'étirement qu'on voudrait grossièrement de 0,4, on va la remplacer par une valeur en pourcentage. Si je me déplace, j'indique soit en millimètres, soit en pourcentage. Et le pourcentage fait que ces points-là vont augmenter plus que ces points-là. Donc la sensation d'irrégularité va disparaître. C'est pratique d'utiliser le millimètre, mais de temps en temps, on a besoin de passer au pourcentage, notamment quand on a des longueurs de points qui sont irrégulières. On pourrait même, pour la couche, aller plus loin. 15%, c'est pas aberrant. J'applique, je quitte. Et, puisque j'ai terminé là, a priori, je vais rapidement faire une visualisation de l'ensemble. Donc je sélectionne le calque et je vais faire la visualisation. Voilà la visu. On peut la rendre plus rapide. On peut aussi se balader tout bêtement avec le curseur. À part ce petit espace-là, les choses se présentent pas mal. On peut faire apparaître les points d'aiguille, garder ou ne pas garder les sauts. Ils sont relativement minimalistes, mais il y en a. Et on peut faire un aperçu réaliste. En tout cas, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a bien des superpositions. Donc, on va avoir quelque chose qui, logiquement, ne devrait pas trop se déformer.